Bonjour Christelle. Bonjour Marjorie. Merci d'être venue dans la grisaille parisienne pour ce nouvel épisode de Booster. Du coup, ça tombe bien. Moi, j'arrive juste de Bourgogne. En fait, il fait nettement meilleur. Et puis là, je suis juste de passage à Paris. Ça tombe bien qu'on se rencontre. Après, je vais en Normandie. C'est juste une organisation logistique. Mais quand on aime, en fait, ça se passe bien. Bon, écoutez, je vous invite à venir avec moi dans ma maison studio. On est des grandes sportives, mais on va quand même prendre l'ascenseur. Bienvenue dans Booster, un podcast inédit qui donne la parole à des femmes qui ont choisi d'être totalement libres pour mieux transmettre leur expertise et donner du sens à leurs convictions. Je suis Marjorie Murphy et je vous emmène à la rencontre de ces pépites qui ont accepté de se livrer sans filtre. Christelle Magnani est une femme de cœur. Amoureuse des bonnes choses, elle aurait pu partager sa passion pour la cuisine et en faire son métier. Ce plaisir de cuisiner, hérité de son père, la guide naturellement vers un parcours professionnel dans l'agroalimentaire, une alchimie parfaite pour cette femme engagée. Durant 20 ans, elle travaille dans de grands groupes internationaux sur de multiples projets d'innovation, puis elle décide d'opérer un virage professionnel pour conjuguer éthique et expertise. Merci Christelle donc d'être là à Paris. Je vous ai préparé un petit déjeuner puisque faut quand même qu'on se réchauffe un peu. Je pense que surtout l'alimentaire c'est un peu votre truc, hein. Oui, un petit peu. Donc j'adore. En plus, ça a l'air super bon comme viennoiserie. Voilà, des petits croissants, des pains au chocolat. Merci. Oui, parce que vous êtes quelqu'un qui avait travaillé dans l'agroalimentaire toute votre carrière. Mais ce qui est vraiment un pas dans la voie que vous avez suivie ces dernières années, c'est d'être allé plutôt dans l'engagement. Vous avez vraiment cette vision un peu d'avoir des missions qui ont du sens. On va vers de l'entreprise à impact. C'est ça. Et le fil conducteur, effectivement, entre bien manger et faire des missions qui ont du sens, c'est que moi, j'ai toujours été une passionnée de cuisine et de bons produits. Donc déjà, quand on parle d'agroalimentaire, c'est déjà ça. Ça, c'est le plus important, c'est faire plaisir aux gens. Et de fil en aiguille, effectivement, j'ai fait pas mal de choses pendant plus de 20 ans et ça m'a conduit où je suis aujourd'hui. Après, j'essaye pas de comprendre le rationnel de pourquoi j'en suis là aujourd'hui, mais en tout cas, ça s'est fait naturellement par rapport à ce que j'avais envie de faire. Et aujourd'hui, naturellement, c'est donner du plaisir, mais avant tout, c'est que y a des gens qui souffrent de malnutrition. Donc, avant le plaisir, c'est déjà de donner à manger aux gens. Et on sait qu'aujourd'hui, et d'autant plus dans les périodes qu'on connaît, il y a des millions d'enfants qui meurent de faim. Donc ça, c'est une belle mission et effectivement, arriver maintenant à pouvoir contribuer à ça, ça me rend très fière. Alors, on va en parler donc un peu plus tard parce qu'on va d'abord suivre ce parcours, celui dans l'agroalimentaire, celui de votre carrière. Est-ce que vous pouvez peut-être partir à, donc, il y a une vingtaine d'années, au début, comment on se lance dans ce monde de l'innovation, dans ce monde aussi de la stratégie? C'est comme ça que vous avez commencé ? Non, en fait, ça démarre finalement il y a un peu plus de 20 ans parce que la raison déjà pour laquelle je fais ce que je fais, c'est parce que j'aime bien manger et la personne qui m'a amenée à ça, c'est mon père. Parce que mon père, en fait, cuisinait toujours à la maison. Je cuisinais toujours avec lui. Et en fait, je lui posais toujours des questions de comment ça marche. Typiquement, quand il faisait une mayonnaise, on mélangeait de l'eau avec de l'huile et ça faisait une mayonnaise. Et je lui posais toujours des questions techniques, ce qui avait un petit peu l'art de l'énerver parce que lui, il faisait ça juste par amour. Il essayait pas de comprendre. Et du coup, il m'a acheté un bouquin sur la chimie culinaire. Et c'est là que ça a démarré, en fait, mon amour pour la cuisine. Alors, du coup, on était
c'était 2 filles et un frère, mais il y a une des filles qui a fait une école hôtelière et moi, je suis rentrée dans la partie plus technique et c'est pour ça que j'ai fait des études justement dans l'agroalimentaire en faisant une école d'ingénieur et puis aussi une thèse pour bien comprendre ce qui se passait quand on faisait à manger. Et c'est là que ma carrière a démarré. Et après, en fait, j'ai toujours été guidée par aimer faire des bons produits. Donc, ça m'a conduit dans plusieurs missions et dans différentes entreprises où j'ai fait des belles choses. C'est marrant quand même parce que effectivement, on verrait plus quelqu'un qui a cet amour de la nourriture à partir dans des cuisines plutôt que dans des laboratoires. Tout à fait, mais en fait, je pense que des fois, quand on est jeune, on se cherche un petit peu. Et il y avait aussi certainement un côté où je voulais faire peut-être des études et voilà, et ça m'a conduit à ça. Mais c'est toujours facile quand on a fait 20 ans de retrouver le fil conducteur. Mais si je me remets plus de 20 ans en arrière, ben, j'aurais jamais pensé que j'aurais fait le parcours que j'ai fait. Le truc, c'est que rapidement, je me suis dit, j'ai en fait faire quelque chose qui sert. C'est pour ça que finalement, ma carrière, pour faire ça, elle m'a amenée à prendre des postes à plus de responsabilités. Parce qu'au-delà de la cuisine, ce que j'aimais, c'était les gens. De fil en aiguille, bien sûr, quand on travaille dans une entreprise, faut fournir du résultat. Et le résultat, en fait, c'est de faire des nouvelles choses. Alors, en l'occurrence, quand on est dans l'agroalimentaire, c'est de faire des nouvelles offres produits qui vont donner du plaisir aux gens. Et notre responsabilité, quand on fait des produits, c'est que les gens mangent bien. Et c'est vrai que la perception de bien manger en 2000, voire en 95 et en 2020, elle est hyper différente, quoi. C'était quoi un bon produit et innovant il y a une quinzaine d'années et aujourd'hui dans des boîtes différentes que je crois que vous êtes allé chez Danone, chez Nestlé. C'est quoi la différence aujourd'hui entre un produit moderne de l'époque peut-être et un produit moderne d'aujourd'hui? On a vu un vrai changement entre, 2010-2015 avec l'effet, alors je vais pas l'appeler la digitalisation du monde, mais c'est un petit peu lié, c'est-à-dire que tout le monde ayant accès à beaucoup d'informations, en fait, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher l'information plutôt que dans un monde où l'information vient à vous et le système d'influence est différent. Donc, naturellement, en fait, les gens ont commencé à se reposer des questions sur ce qui les touche de plus près, ce qu'ils mangent et d'où ça vient, avec toutes les crises qu'on a aussi connues. Et du coup, ça a amené aussi à un monde où les gens demandent autre chose. Donc, c'est vraiment la transformation qu'on connaît dans l'agroalimentaire depuis quelques années, c'est-à-dire que le modèle qui répond à tout ça est en train de changer depuis quelques années de manière très très importante. Si on revient à vous, donc certes, il y a cet amour du produit, mais il y a aussi donc la stratégie. Mettre en place une stratégie pour ces produits, ça c'est quand même le chemin que vous avez suivi, même si en fait parfois il a fallu, parce que justement comme je le disais au début, vous voulez donner du sens à ce que vous faites, parfois vous êtes parti d'entreprise parce que vous n'étiez pas d'accord avec cette stratégie. Ouais, après ça va au-delà d'être pas d'accord, c'est de suivre effectivement les choses auxquelles on croit et son éthique personnelle, et en fait on a envie de faire des choses, donc on peut faire plein de choses dans n'importe quelle entreprise à partir du moment où on en a envie. Donc après, c'est aussi sa capacité de faire bouger l'entreprise, alors à sa petite échelle, parce que quand on est dans une grosse entreprise, on le fait avec ce qu'on peut faire. Donc moi, j'ai toujours en fait suivi ce que je pensais bien pour l'entreprise et pour les gens qui achètent les produits. Donc c'est toujours l'éthique que je me suis donnée dans mon métier, et j'ai appris beaucoup dans toutes les entreprises où j'ai été. Et il y a des fois, en fait, ça m'a amené à changer de parcours, aussi parce que le métier que j'ai fait, en fait, souvent, c'était des cycles de 2 ans, parce qu'en 2 ans, en fait, on peut déployer ses idées. On est aussi là pour donner des résultats, et 2 ans, c'est un peu une période clé qui permet aussi de voir si ce qu'on dit, ça marche ou pas. Quand vous dites 2 ans, donc quelque part, vous vous prépariez déjà à être dans le cycle que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire un peu comme un manager de transition. Peut-être qu'en fait, toute votre carrière était destinée à être manager de transition.
je connaissais pas le métier de management de transition en fait. Et c'est simplement moi par rapport à mon envie d'amener les gens ou les entreprises dans le monde d'aujourd'hui. Et comme je vous disais, j'ai vécu dans un monde qui a changé très vite. Donc sachant que j'étais quand même dans un domaine qui s'appelle l'innovation, je suis toujours obligée de travailler avec le monde qui bouge. Donc quelque part, j'arrive toujours à un moment où l'entreprise est à aujourd'hui et il faut que j'amène l'entreprise et les produits à demain. Donc du coup, c'est souvent sur des périodes de 2 ans que je l'ai faite. Et après, je l'ai jamais appelé management de transition pour une bonne et simple raison que, vu ce que je fais, quand je me suis renseignée un petit peu sur ce que c'était, j'ai jamais fait le lien du management de transition et ce que je faisais. Et qu'est-ce qui vous a éveillé alors ? Qu'est-ce qui vous a ouvert les yeux ? Là, il faut que je vous raconte un petit peu l'épisode de quand j'ai décidé de démissionner de la dernière grande entreprise dans laquelle j'étais en 2015. Aux Pays-Bas ? Ouais, pour monter ma propre structure avec justement l'idée de tous ces parcours où pendant 2 ans, finalement, j'ai fait des petites choses dans ces boîtes-là. Il y a eu des petits impacts à mon niveau et tout ça, mais je me suis dit, à chaque fois, je suis quand même prise dans une logique d'entreprise qui a un but, c'est le but de l'entreprise, mais le but de Christelle et la valeur de Christelle, il va au-delà de ça. Et quelque part, je me suis dit, en plus, j'ai pas d'enjeu dans l'entreprise en tant que telle, en tant qu'être humain, j'ai un enjeu par rapport à ce que je fais. Donc, je me suis dit, maintenant, ça, c'est un petit peu bête avec les mots que je prends, hein, mais c'est de me dire, et si j'étais à l'extérieur de ce système-là, qu'est-ce que je ferais ? Et là, ça a été une longue période de se positionner en tant que personne et sa valeur. C'est que je me suis rendu compte que pendant 20 ans, j'ai tour de jour travaillé pour des marques. Donc, je me suis quelque part cachée, mais avec toutes ces belles expériences derrière ces marques. Mais je me suis dit, mais du coup, Christelle, si tu sors de ça, t'es qui, toi ? Parce que finalement, c'est les marques pour lesquelles tu as travaillé, elles ont de l'impact. Mais toi, ce que tu veux y donner, c'est le sens que tu y trouves. Et ça s'appelle Christelle, c'est pas les marques. Et là, c'était un long cheminement parce que je me suis dit, mais si j'enlève toutes ces marques-là sur lesquelles j'ai travaillé, en fait, je suis toute nue. Donc, c'est quoi Christelle ? Ouais, c'est sympa d'être nue, mais ouais, quand même, c'était c'est pour pas être tous les poli, jours, mais quoi. Si j'aurais pu mettre le mot à poil qui est plus à Oui. propos. Donc ça m'a naturellement amené à arriver dans des périodes de transformation. Mais pour en revenir au management de transition, du coup, ces périodes de transformation, elles sont soit dans des fois des boîtes qui sont en croissance ou des boîtes qui sont en décroissance. Donc des fois, il y a un côté pompier, mais il y avait un côté super positif, c'est qu'il faut amener les boîtes dans le monde de demain. Et alors justement, c'est une question que je pose à toutes nos femmes de booster. Pour vous, en quelques mots, c'est quoi la définition de manager de transition ? Ça fait une bonne transition. Ouais, du coup, on s'y retrouve. C'est en fait, on arrive à un moment dans une situation X. Y a des objectifs ou une vision. Au-delà de l'objectif, c'est la vision donc, de la personne qui veut amener l'entreprise. Donc souvent, c'est à des postes assez élevés, voire c'est au niveau de la direction générale. C'est de bien comprendre cette vision. Alors cette vision, elle peut être stratégique, elle peut être très opérationnelle. Il y a différentes... Et en fait, dans un laps de temps, c'est d'accompagner l'entreprise pour aller du point A au point B. Donc, vous avez créé, si je comprends bien, un peu votre société à vous, et vous avez rencontré des gens qui vous ont amené vers le management de transition ? En fait, naturellement, il y a aussi une chose dans cette introspection, c'est qu'on voit les choses, on commence à se connaître, surtout après 20 ans, et en tant que personne qui avance en âge, on sait qui on est. Il y a un truc que je me suis rendu compte, il y a des choses que je sais bien faire et il y a des choses que je sais pas bien faire. Donc, par contre, il va quand même falloir que je me vende puisque je suis plus salariée. Donc, par rapport à ça, moi, je commence à voir où est ma valeur ajoutée, mais par contre, je suis pas hyper bonne pour me vendre. Donc, par contre, il va falloir que je trouve des leviers de personnes qui vont aussi comprendre les besoins du terrain et pouvoir aussi mettre en lien les besoins avec comment je peux y répondre. Donc, c'est là où j'ai commencé à rencontrer aussi un certain nombre de partenaires. Alors, par exemple, Valtus, je suppose. Effectivement, avec Valtus et avec Aurélie, notamment, parce que toujours, tout est une question d'être humain dans tout ça. Et en fait, c'est une rencontre et des valeurs qui ont fait qu'il y a eu un déclic.
toute cette carrière que vous avez eue, tous ces bagages que vous avez accumulés, est-ce que c'est ça aussi qui vous permet aujourd'hui de faire avancer les missions dans lesquelles vous êtes aujourd'hui ? Oui, en fait, il y a deux aspects qui sont très importants pour moi. C'est toujours le contenu et le contenant. Donc, quand on dit contenu et que je travaille dans l'agroalimentaire, à la fin, on parle de produits. Donc ça, j'ai toujours un feeling très, très fort pour les produits. Et en fait, l'amour de faire des choses qui sont bien pour les gens qui vont les acheter et les consommer. Donc ça, c'est mon savoir-faire technique et mon intérêt, mon feeling. Parce que ça demande aussi un certain feeling, notamment quand on est dans l'innovation produit. Donc ça, c'est vraiment la notion technique de mon métier. Et bon, c'est 20 ans d'expérience. Le fait d'avoir travaillé dans différentes entreprises, avec différentes cultures, différents pays, fait que on a rencontré beaucoup de types de gens, beaucoup d'organisations. Et quand j'arrive dans n'importe quelle organisation, j'ai l'avantage de relativement vite sentir en fait comment ça fonctionne. Et après, sur l'organisation, c'est quand on a vite compris les enjeux et ce qui marchait, ce qu'il fallait peut-être améliorer, c'est de rentrer dans le vif du sujet et c'est de le faire. C'est-à-dire de travailler avec les équipes, de faire du management, des fois de mettre un petit peu plus de structuration, d'apporter des nouveaux modèles et de faire travailler les gens. C'est là où mon métier est différent du conseil. Je vais sentir, conseiller et exécuter. Ça veut dire que je rentre dans l'entreprise, mais par contre, quand je repars, il faut qu'il y ait des résultats et que j'y ai contribué. Ce qui est légèrement différent parce que moi, je considère, si j'étais dans le conseil, je serais davantage à dire on pourrait aller, on pourrait faire ça, on devrait faire ça, mais après, de laisser les clés à l'entreprise. Là, je m'engage. Et pour moi, c'est aussi la différence entre ce qu'on pourrait appeler du conseil et du management de transition. Donc, tout ça, c'est ma valise et en fait, je la mets au service de mes clients. Il faut quand même, si je comprends bien, avoir une certaine expérience pour être manager de transition, ou pas ? Est-ce que quelqu'un qui peut-être pas commencerait, mais serait assez jeune dans un métier, pourrait se dire, tiens, pourquoi pas être manager de transition ? Parce que je vous entends quand même, c'est que toute cette carrière, elle arrive, elle vous soutient dans tout ça. C'est ce que j'appelle ma valise. Si j'avais pas de valise, je pense pas que du coup, si on parle en sémantique avec le mot manager de transition, je pense qu'il faut une valise. Sinon, en fait, on peut faire du freelance. Tout le monde peut faire du freelance. Mais on a un degré d'attente sur ce qu'on va appeler un manager de transition qui correspond aussi à... On achète une valise de quelque chose qui va être aussi utile à l'entreprise. Et c'est ça, la valeur ajoutée, elle est aussi là, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est pas un métier qui s'apprend forcément, puisque des managers de transition peuvent être dans des secteurs complètement différents, des branches différentes, et que même vous, c'était pas totalement palpable toutes ces années. Vous n'avez jamais été sûr d'être manager de transition ou pas ? En fait, ouais, c'est pas un truc par dépit finalement. C'est un moment où les planètes s'alignent ou convergent et qu'en fait, on se trouve qu'on se dit un jour, ce que je fais, oui, peut-être que je peux l'appeler management de transition, mais c'est mon choix de faire ce métier-là. Et du coup, je peux l'appeler après management de transition. Moi, je m'appelle catalyseur d'innovation, mais c'est quelque part dans le management de transition, c'est aussi le résultat pour l'entreprise qui est important. C'est pour ça qu'il y a cette notion d'engagement. Et en fait, on est là aussi pour que le dirigeant, souvent qui vous appelle, il sache pourquoi il vous a appelé. Il faut qu'il y ait un résultat. Il ne faut pas juste que je lui dise ce qu'il devrait faire. Eh bien, Christelle, merci beaucoup. Merci à vous. Du coup, avant de repartir en Normandie, je vais reprendre un petit croissant qui était fort bon. Hein. Merci Christelle, à bientôt. Bonne journée. Ce podcast vous a été proposé par Valtus, leader européen du management de transition. Retrouvez-le sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts et sur notre site valtus.fr.